c'est ton fardeau désormais. Ce furent les mots exacts de ma mère la nuit où ma sœur a abandonné son bébé de 3 mois sur mon paillasson avant de disparaître sous la pluie. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien, elle n'a même pas regardé le bébé, elle m'a simplement tendu une vie que je n'avais jamais prévue et elle est partie. 10 ans plus tard, ces mêmes personnes m'ont traîné devant le tribunal, prétendant que je les avais empêchés de se voir. J'étais assise là, tenant le dossier scellé dont ils ignoraient l'existence, les écoutant mentir avec une aisance déconcertante, et au moment où je me suis levée pour parler, l'atmosphère a changé car la vérité contenue dans ce dossier n'était pas seulement accablante, elle révélait aussi des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je pensais autrefois que ma vie était petite de la meilleure des façons, calme, prévisible, sûre. Je faisais de longues gardes en tant qu'infirmière puéricultrice, je rentrais dans mon 2 pièces dans un coin tranquille de Lyon, je réchauffais des restes, j'arrosais mes plantes et je m'endormais au son du ronronnement du radiateur. Je n'avais jamais imaginé la maternité, certainement pas celle qui arrive enveloppée dans une couverture humide à minuit, mais la vie ne vous demande pas si vous êtes prêt, elle se présente simplement et attend de voir qui vous devenez. La nuit où Élodie a disparu semblait irréelle. Un instant je pliais du linge alors qu'un orage secouait les lampadaires dehors, l'instant d'après je fixais un bébé de 3 mois dans un siège auto, la pluie dégoulinant de la capote, avec une simple note froissée coincée près de son petit poing. Elle avait l'air si petite, si fragile, sa respiration douce et tremblante comme si elle savait qu'elle avait été laissée pour compte. Je me souviens que mes mains tremblaient en appelant mes parents, désespérés d'un signe qu'ils s'en souciaient. Ma mère a répondu à la 2e sonnerie, a soupiré comme si je la dérangeais et a prononcé cette phrase qui allait se graver dans mes côtes, c'est ton fardeau désormais. Mon père n'a même pas pris le téléphone, ils ont raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Même aujourd'hui, une décennie plus tard, je peux encore sentir l'épaisseur du silence après cet appel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que personne ne viendrait m'aider, ni Thomas qui m'a quitté 2 semaines plus tard, ni mes parents, ni personne. C'était juste moi et un bébé qui n'avait personne d'autre au monde. Je n'ai pas dormi pendant les premières 48 heures, j'ai appris à chauffer les biberons en regardant des vidéos entre 2 sanglots, j'ai couru au supermarché à l'aube avec Léa blottie dans ma veste parce que je ne possédais rien pour un enfant. J'ai changé toute ma vie sans une seconde d'hésitation, lentement, quelque chose a basculé de l'obligation à l'amour, de la survie au dévouement. Léa agrippait mon doigt et me regardait comme si j'étais la seule chose solide dans son monde, et peut-être que je l'étais. Les gens parlent de la famille de cœur comme d'une idée douce, mais la mienne s'est construite à travers les tempêtes, les larmes et les promesses chuchotées dans le noir, et pendant 10 ans, cela semblait inébranlable, du moins jusqu'au jour où Élodie est revenue. Élodie n'est pas revenue avec des excuses, elle est revenue avec une mise en scène. C'est arrivé un mercredi ordinaire, Léa avait 9 ans, allongée sur le sol du salon, construisant un système solaire en carton, fredonnant doucement comme elle le faisait quand elle se sentait en sécurité. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu, j'ai failli laisser le répondeur prendre le relais. Failli. Camille, c'est moi. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé d'associer la voix à la sœur qui s'était volatilisée sous la pluie 10 ans plus tôt, mais le tremblement familier s'est glissé, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Elle a dit qu'elle était en ville, qu'elle voulait parler, qu'elle voulait expliquer. Elle a choisi un café en face d'un parc calme, un terrain neutre comme elle disait. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue, cheveux soignés, maquillage léger, regard stable, pas la fille frénétique qui avait laissé un bébé sur mon paillasson. Elle avait l'air calculée. Je suis sobre maintenant, a-t-elle dit, les doigts croisés, la voix parfaitement mesurée, depuis 7 ans. Je suis contente d'avoir répondu honnêtement et prudemment. Je veux la rencontrer, a-t-elle ajouté, si tu penses que c'est d'accord, si, comme si elle n'avait pas renoncé à ce droit il y a des années. Je n'ai pas répondu immédiatement, mon esprit faisait des calculs, la stabilité de Léa, ses angoisses, la nuit où elle se réveillait après des cauchemars en chuchotant « ne les laisse pas me prendre ». Mais j'ai accepté d'essayer une rencontre contrôlée. Une seule. La cité des enfants semblait sûre, publique, lumineuse, pleine de bruit. Léa s'accrochait à ma main, timide d'une manière qu'elle n'était jamais. Élodie s'est approchée doucement, trop doucement, comme si elle essayait de gagner des points, et quand Léa a dit « c'est Mamoun ma vraie maman », les yeux d'Élodie se sont remplis de larmes. Je voulais croire que le moment l'avait rendue humble, mais l'humilité ne dure pas longtemps chez les gens habitués aux raccourcis.
Au cours des mois suivants, la présence d'Élodie a augmenté, visites hebdomadaires, SMS demandant des nouvelles des projets scolaires, petits cadeaux déposés à notre porte, et Léa, ayant le cœur tendre, s'est ouverte lentement. Je ne faisais pas confiance à tout ça, mais je ne voulais pas que ma peur devienne la prison de Léa. Puis, un soir après que Léa se soit endormie, j'ai reçu un message: nous avons quelque chose d'important à discuter demain. Signé non pas juste Élodie, mais Élodie et Guillaume. Guillaume Delacroix, son nouveau mari, un homme que je n'avais jamais rencontré. Le lendemain, ils étaient assis en face de moi à ma table à manger, mains entrelacées, souriant comme si tout était prédéterminé. Nous voulons la garde, a dit Guillaume calmement. Élodie n'a même pas scié. Et juste à ce moment-là, en regardant les crayons de Léa éparpillés sur la table entre nous, j'ai senti quelque chose se verrouiller en moi. Ce n'était pas des retrouvailles, c'était une OPA hostile. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer, le mot « garde » a frappé plus fort que tout ce qu'Élodie m'avait jamais fait, y compris la nuit où elle avait abandonné son enfant sur mon seuil. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la table pour me stabiliser. « Vous n'êtes pas sérieux » ai-je dit doucement, ne faisant pas confiance à ma voix. « Nous le sommes » a répondu Guillaume d'un ton lisse, trop lisse. Léa mérite un foyer traditionnel, une maison stable, 2 parents. Il a dit ça comme si je n'avais pas été les 2 parents pendant une décennie. Élodie a hoché la tête avec un calme répété: « Tu as tellement fait pour elle, Camille, vraiment, mais il est temps qu'elle rentre à la maison. » À la maison ? La maison de Léa était à 3 mètres, au bout du couloir, ses dessins scotchés au mur, ses petites chaussures alignées proprement près de la porte. Je n'ai pas argumenté, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que Léa était dans le salon en train de colorier, écoutant chaque bruit. Je les ai raccompagnés à la porte, expression neutre, voix stable. Ils ont pris cela pour de la faiblesse. Plus tard cette nuit-là, après avoir bordé Léa, je l'ai trouvée recroquevillée, chuchotant dans son sommeil: « Ne me prenez pas, ne me prenez pas. » Je me suis assise par terre à côté de son lit, la main sur son dos, sentant ses petites respirations trembler, et dans ce silence, quelque chose en moi a craqué, pas le genre de rupture fragile, mais le clic net et tranchant d'un verrou qui se ferme. Une décision prise, je ne la perdrai pas. Pas au profit d'Élodie, pas au profit de qui que ce soit. La lettre est arrivée 3 semaines plus tard, une requête formelle pour la garde, déposée, tamponnée, froide. Mes parents avaient signé une attestation soutenant Élodie, prétendant que j'avais bloqué l'accès à la famille et déformé la compréhension de Léa sur son héritage. Des mensonges, tous. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mes parents, des gens qui n'avaient jamais acheté une carte d'anniversaire à Léa, prétendaient soudainement que je les avais tenus à l'écart. L'effondrement ne ressemble pas toujours à une crise de larmes, parfois c'est calme, un naufrage, une clarté glaciale. J'ai engagé une avocate le lendemain matin. Maître Julia Martinez avait des yeux bienveillants, un instinct aiguisé et une voix qui ne tremblait pas. Après avoir tout examiné, elle m'a regardé avec un sérieux inébranlable. « Ce n'est pas une affaire de retrouvailles familiales » a-t-elle dit, « c'est une prise de pouvoir et probablement une affaire d'argent. » D'argent, ai-je répété. Julia a hoché la tête. Leur timing n'a aucun sens, les gens ne reviennent pas après 10 ans par hasard. Je suggère que nous vérifions ce qu'ils faisaient avant de refaire surface. Entrée en scène de l'enquêteur Moreau. Il était calme, méthodique et avait une façon de faire glisser les informations sur une table comme s'il distribuait des cartes dont personne ne voulait. En 2 semaines, il avait découvert 3 choses qui m'ont retourné l'estomac. Guillaume croulait sous les dettes, il cherchait le père biologique de Léa depuis des mois, et cet homme, qu'Élodie n'avait jamais nommé, avait récemment hérité de plusieurs millions. Soudain, tout prenait sens. La réapparition soignée d'Élodie, l'intérêt de Guillaume, l'urgence d'obtenir la garde maintenant. Pas pour l'amour, pas pour la rédemption, pour l'argent. J'ai fixé les documents que Moreau avait rassemblés, incohérence financière, recherche en ligne, message entre Élodie et mes parents prouvant qu'ils étaient en contact depuis des années. Une trahison enveloppée dans une décennie de silence. Je ne m'effondrais plus, je me préparais. Et quand la date du tribunal est arrivée, je n'allais pas entrer avec la peur au ventre, j'allais entrer en tenant la vérité. Le palais de justice sentait le vieux papier et l'air froid, un mélange étrange qui rendait tout plus réel. Je me suis assise à côté de Julia,
les paumes moites, le dossier scellé reposant entre nous comme un câble sous tension. Toutes les quelques secondes, je jetais un coup d'œil à la porte, imaginant Léa à l'école, ignorante de la tempête atteignant son apogée. Puis Élodie et Guillaume sont entrés. Élodie portait une robe bleu doux, ses cheveux coiffés en ondulations légères censées signaler l'innocence. Guillaume portait un costume impeccable et ce demi-sourire confiant qu'il utilisait comme bouclier. Derrière eux, mes parents ont pris place, les mains jointes comme s'ils assistaient à un service religieux et non à un procès qu'ils avaient aidé à orchestrer. Quand la juge est entrée, l'atmosphère a changé. Madame la juge Mercier, cheveux argentés, regard calme, s'est assise, a scruté la salle et a dit « Commençons ». Élodie a témoigné en premier, « Ma sœur m'a empêché de voir Léa », a-t-elle dit, la voix tremblant parfaitement au bon moment, « J'étais malade, mais je suis allée mieux, je voulais renouer ». Elle a refusé, elle m'a fermé la porte. Son avocat a hoché la tête pour l'encourager. Et vos parents? Ils avaient le cœur brisé, a-t-elle chuchoté, Camille ne les laissait pas voir leur petite fille. Un mensonge délivré comme une parole d'évangile. Mes parents ont pris la barre ensuite, répétant la même chose. Elle nous a aliénés, a dit ma mère avec un soupir travaillé. Nous avons essayé, a ajouté mon père, elle voulait que Léa nous oublie. Pas une seule fois ils n'ont mentionné les nuits où je les ai suppliés de m'aider, les anniversaires qu'ils ont manqués, le mal qu'ils ont causé quand Léa demandait pourquoi ils ne restaient pas. Guillaume a témoigné en dernier, froid, poli, dangereux, l'emploi du temps instable de Camille, ses revenus limités et l'absence d'un foyer biparental mettent Léa dans une position désavantageuse, a-t-il dit. Élodie et moi pouvons lui offrir de la stabilité, des opportunités. Opportunités. Le mot a serré quelque chose derrière mes côtes. Puis ce fut mon tour. Julia m'a guidée à travers l'histoire, montrant soigneusement des photos, des bulletins scolaires, des notes de thérapeutes, des témoignages d'enseignants, de voisins, de médecins. Chaque document peignait le portrait de la vie de Léa telle qu'elle était vraiment, stable, aimée, nourrie. Mais même alors que je parlais, l'avocat adverse essayait de tout démanteler. Vous cumulez 2 emplois, c'est exact? Je fais de la télésurveillance médicale après que Léa soit endormie, ai-je répondu, pour économiser pour son avenir. Vous êtes célibataire. Oui. Vous êtes locataire. Oui. Pensez-vous pouvoir offrir ce qu'un couple marié avec une maison peut offrir? Julia a fait objection, la juge l'a retenue, mais le mal n'était pas dans la question, c'était dans l'insinuation. J'ai inspiré lentement, je peux lui offrir tout ce dont elle a réellement besoin, la sécurité, la stabilité, l'amour, les choses qu'elle n'a connues qu'avec moi. La juge m'a observé attentivement, son regard n'était pas froid, juste en train de mesurer, de peser la vérité contre les apparences. Quand les témoignages ont pris fin, la juge a croisé les mains, la partie défenderesse a-t-elle des preuves supplémentaires à soumettre? Julia a hoché la tête, oui, madame le juge, nous en avons. Mon cœur battait la chamade, c'était le moment où tout allait basculer. Elle a soulevé le dossier scellé, puis-je approcher? Allez-y. Le dossier a atterri sur le bureau de la juge avec un bruit sourd, mais le son a tranché net à travers la pièce. Élodie a froncé les sourcils, Guillaume a remué sur sa chaise, mes parents se sont penchés en avant. La juge Mercier a brisé le sceau. Quand elle a ouvert la première page, ses sourcils se sont levés. À la 2e page, elle a inspiré brusquement. À la 3e, son expression s'était durcie. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix contrôlée mais tranchante. Des conclusions vérifiées d'un détective privé agréé, a dit Julia, y compris des relevés bancaires, des journaux d'appel et l'historique de recherches obtenues légalement. Les preuves contredisent directement les témoignages donnés dans cette salle d'audience. Le visage d'Élodie s'est vidé de son sang, la mâchoire de Guillaume s'est crispée. La juge a lu silencieusement pendant près d'1 minute, puis, « Madame Delacroix », a-t-elle dit en s'adressant à Élodie, « étiez-vous au courant que votre mari tentait de localiser le père biologique de Léa ?» Élodie a cligné des yeux, « Quoi ? Étiez-vous au courant que cet homme a récemment hérité d'un patrimoine substantiel et que monsieur Delacroix a lancé une recherche immédiatement après ?» Guillaume a ouvert la bouche, mais son avocat lui a tiré la manche. La voix d'Élodie s'est brisée, « Je ne connaissais pas les détails. » Le regard de la juge s'est aiguisé, ce n'est pas ce que ces messages suggèrent.
Mes parents se sont agités nerveusement. Et monsieur et madame Vallet, a continué la juge en se tournant vers eux, pouvez-vous expliquer pourquoi vos relevés téléphoniques montrent une communication régulière avec Élodie depuis 3 ans malgré vos déclarations sous serment affirmant que vous ne saviez pas où elle se trouvait? Ma mère a bafouillé, mon père a essuyé la sueur de son front. Je ne tolère pas le parjure, a dit la juge d'un ton plat, surtout dans une affaire impliquant un enfant. Julia a placé un deuxième jeu de documents sur le bureau. De plus, madame le juge, vous trouverez les rapports du psychologue scolaire indiquant des épisodes d'anxiété sévère chez Léa dû à la peur d'être séparée de sa figure maternelle principale. Cela a frappé plus fort que n'importe quel mensonge financier. Le silence s'est répandu dans la salle. La juge Mercier a fermé le dossier, puis elle m'a regardé directement. Mademoiselle Vallet, veuillez vous lever. Mes jambes tremblaient mais je me suis levée. La Cour reconnaît votre décennie de soins constants et aimants. Léa vous identifie comme son parent psychologique. La retirer de votre foyer serait émotionnellement dommageable et contraire à son intérêt supérieur. J'ai senti la pièce tanguer, mon souffle s'est coupé. Par conséquent, a-t-elle continué, la garde reste exclusivement la vôtre. Un son m'a échappé, un halètement brisé et silencieux. Élodie Delacroix, a dit fermement la juge Mercier, il vous est accordé un droit de visite médiatisé sous réserve du respect continu de toutes les recommandations de la Cour. Guillaume a bondi, madame le juge. Assis, monsieur Delacroix, a-t-elle ordonné. Vos motivations financières sont documentées et la Cour notifiera les autorités compétentes pour un examen plus approfondi. Mes parents me fixaient comme s'ils ne reconnaissaient plus qui j'étais. L'audience est levée. Le marteau a frappé un coup net et final. Ce qui a suivi a semblé flou, chaises qui raclent, chuchotements remplissant la pièce, avocats rangeant leurs affaires. Élodie s'est approchée de moi lentement, les yeux rouges, la voix fluette. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté, Guillaume, il a dit. J'ai reculé, non pas par colère, mais par instinct de conservation. Tu as eu 10 ans, ai-je dit doucement, 10 ans pour être là pour elle. Tu es revenu pour l'argent, pas pour l'enfant. Elle n'a pas nié. En sortant de la salle d'audience, la lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres, chaudes sur mon visage. J'ai avancé dedans comme quelqu'un qui refait surface après des années sous l'eau. Mon téléphone a vibré, un message de la maîtresse d'art plastique de Léa, une photo de Léa souriante, tenant un dessin de nous deux. Une famille faite par choix, pas par le sang, pas par les mensonges, pas par le dû. J'ai enfin expiré. Nous étions en sécurité, et cette fois, la vérité s'était battue pour moi. Les semaines après le jugement ont semblé étrangement calmes, comme si ma vie prenait enfin la forme qu'elle devait toujours avoir. Léa a recommencé à faire ses nuits, plus de cauchemars, plus de crises au moment de la déposer à l'école. Elle dessinait des couleurs plus vives, des jaunes solaires, des bleus ciel, pas les gris anxieux qui avaient rempli ses pages pendant des mois. J'ai rencontré mes parents une fois dans un café neutre, il n'y a pas eu de cris, pas de scène dramatique, juste une distance calme qui semblait irréversible. Ils voulaient un accès, j'ai fixé des limites, visite supervisée, transparence totale, zéro manipulation. Ils ont accepté, mais je pouvais voir la réalisation que le pouvoir qu'ils avaient toujours détenu avait disparu. Élodie a demandé le divorce de Guillaume discrètement. Elle a envoyé un court message d'excuse, n'attendant pas de pardon. Je ne l'ai pas offert, mais je ne lui ai pas fermé la porte non plus. Pour le bien de Léa, je pouvais laisser de la place pour quelque chose de plus doux. Julia m'a aidé à finaliser les papiers de délégation d'autorité parentale à long terme, en béton, indéniable. Un soir, alors que Léa et moi étions assises sur notre petit balcon en mangeant une glace, elle s'est appuyée contre mon épaule et a dit « Maman, on est bien maintenant, hein ?» J'ai souri en lissant ses cheveux, « Oui ma chérie, on est plus que bien. » Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait grand ouvert et à nous. Certaines familles sont construites par le sang, d'autres sont construites par choix, par loyauté, par chaque promesse tenue quand personne ne regarde. Léa et moi, nous sommes du deuxième genre, et après tout, nous avons survécu à l'abandon, au mensonge, à un tribunal où la vérité a dû se battre pour respirer. Nous en sommes sortis plus fortes, plus stables, incassables. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi dans les commentaires,
Et si vous avez déjà dû protéger quelqu'un que vous aimez de votre propre famille, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.